Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live d'un confiné au Maroc. Alors je vous ai promis de ne plus parler de Corona, j'essaie de tenir ma promesse, mais il est vrai que le Corona nous prend à la gorge, hein. Aujourd'hui, le 18 mai, j'ai appris que le confinement serait prolongé au Maroc, sera prolongé au Maroc jusqu'au 10 juin. Beau sourire, hein, sur mes lèvres, hein. Je suis ravi de voir encore repousser ma sortie de confinement. Bon, je raisonne de plus pour me réfugier dans la grande histoire, auprès des grands hommes de l'histoire de l'humanité, ceux qui ont incarné l'histoire, ceux qui ont eu le sens des événements qui se produisaient. Je pense notamment à Franco. Donc, je vais commenter la biographie que lui a consacrée Bartholomé Benassar. La semaine dernière, nous avions parlé de Lyautey, le maréchal Lyautey, en disant qu'un homme vit de ses contradictions et joue sur ses contradictions. Je vous renvoie vers la vidéo consacrée à Lyautey. Et Franco est différent. Franco, il est bien moins complexe, bien moins riche, bien moins attachant que Lyautey. Il est bien moins cultivé. C'est pas un homme de grandes contradictions. Par contre, c'est un homme qui a joué sur les contradictions de son époque pour saisir les opportunités et puis pour avancer lui-même et globalement faire avancer son pays, l'Espagne. Alors je voudrais quand même aborder de front une objection légitime qui est la cruauté de Franco. Franco, dictateur espagnol de 39 à 75, d'une grande brutalité, aucune pitié avec ses opposants. On appelait Franco depuis le Vatican pour lui demander de la clémence pour des prisonniers politiques et il se faisait un point d'honneur à les exterminer, à les tuer, en dépit des appels du pape ou des grands de ce monde. On dit, non, c'est sûr, même l'Espagne est le second pays au monde après le Cambodge en termes de disparus politiques. Il y a eu plus de 200 000 personnes disparues, fausses communes, en Espagne. C'est dire la brutalité de ce régime, à la limite sa barbarie. Mais si on ne parle pas des brutaux et des cruels, on fait plus d'histoire. On parlera plus de Napoléon, on parlera plus de la Révolution française, de ceux qui ont fait la Révolution française, on parlera plus de Fidel Castro, de Mao, Che Guevara, et ainsi de suite. Si vous faites une histoire des gentils, ben, vous n'aurez pas grand-chose, vous aurez une petite brochure commerciale. Hein. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et il faut parler de Franco, non pas avec une admiration bête ou béate, vous savez, avec les yeux écarquillés. Non, il faut parler de Franco comme étant quelqu'un qui a créé l'inattendu. Créé l'inattendu puisqu'il il a toujours démenti les déterminismes. Il est né pauvre, plutôt famille plutôt modeste. Il est arrivé au firmament. Il voulait faire une école navale. La marine espagnole a été décimée par les Américains en 1898 à Cuba. Eh bien, il a fait l'armée de terre. Il s'en est bien sorti. Il est devenu patron de l'armée de terre. Il était tout petit, c'est un homme petit, une voix plutôt féminisée, on dirait, voix très fine. Eh bien, il est devenu le caudillo, comment on dit, le macho alpha, vous savez, le premier homme du pays. Et ainsi de suite. Il a toujours été contre les déterminismes. Comment? Bah, avec beaucoup de travail et puis avec une énorme capacité de sacrifice. Et le vrai creuset, on va dire, de Franco, c'était la guerre du Rif. Hein. Disons, on est dans les années 1910, début 1920, où l'Espagne était dans une guerre coloniale pure et dure, et où Franco a donné, il s'est sacrifié, il s'est mis en avant, première ligne, avec les simples soldats, au risque de mourir. Hein. Et il en est sorti avec une aura, une légende d'invincibilité, et ça a joué sur son psychisme, et il a après traversé le siècle ainsi, convaincu qu'il était l'élu de Dieu. Donc Franco a transformé tous ces complexes, manque de charisme, manque d'allure, c'est pas un beau chevalier espagnol, c'est pas le Cid, Franco. Hein. Voilà, il a transformé tous ces complexes-là en une espèce de conviction intime qu'il est l'élu de Dieu pour poursuivre l'œuvre des rois catholiques. Poursuivre une œuvre ultra réactionnaire, très catholique, pour figer l'Espagne au XIXe siècle.
pour lutter contre le mal absolu qui à ses yeux étaient les francs-maçons et les communistes, la gauche en général, mais surtout les communistes, les anarchistes, on va dire. Et malgré tout, malgré cet aspect figé du régime franquiste, voire primaire, hein, parce que l'idéologie franquiste, c'est même pas du fascisme. Ça n'a pas, on ne va pas dans les détails, dans l'innovation, en guillemets, hein, d'un fascisme italien, d'un fascisme nazi, d'un nazisme. Non, Franco, il veut vivre, il voulait vivre comme au 19e. Donc les femmes à la maison, les hommes au boulot, l'armée, symbole de virilité et d'honneur national, unité espagnole, vous ne voulez pas entendre parler des autonomies, autarcie, donc pas du tout un libéral économique, c'est autarcie, on produit tout sur place, un pays agricole, voilà. Et ce n'était pas une vision non plus, c'est une vision paternaliste, hein. Il a construit, à non plus finir des HLM autour de Madrid, dans tous les coins d'Espagne, il était extrêmement sensible à la pauvreté du peuple espagnol, à la grande misère du peuple espagnol, mais, comment dirais-je, il dormait tranquille la nuit, ça ne lui faisait pas perdre le sommeil, et il était convaincu qu'il était le vecteur de l'histoire. Que Dieu l'a choisi, que l'Espagne éternelle l'a choisi pour transformer le pays. Il est vrai qu'il a transformé le pays. Alors comment a-t-il transformé le pays? Eh bien, il a su s'entourer des intelligences et des gens qui ne pensaient pas comme lui. Parce que quand on vous dit un dictateur, un caudillo, vous pensez à une brute sanguinaire qui vit la moitié du temps ou sous l'emprise de la cocaïne ou de l'alcool. Non, Franco, il avait la lucidité de s'entourer de gens beaucoup plus intelligents que lui, mieux cultivés, mieux préparés. Et au cœur des années 50, il a carrément changé complètement son équipe économique pour mettre en avant des jeunes technocrates qui ont permis le grand miracle économique espagnol des années 60, avec Benidorm, Benicassim, Torremolinos, la transformation industrielle, donc ça c'est pour le tourisme, la transformation industrielle avec l'arrivée de SEAT, l'élan industriel de l'Espagne en général, la mise à niveau de l'agriculture espagnole, et finalement l'entrée très tardive, mais entrée quand même, réelle quand même, de l'Espagne dans le XXe siècle industriel et de la classe moyenne. Les classes moyennes espagnoles sont le fruit du franquisme, qu'on le veuille ou non. Voilà, donc, comment, je vous dis, il a su s'entourer de gens plus intelligents que lui, mais ces gens-là aussi, ils l'ont rejoint. Et là, on trouve une loi de l'histoire. Les gens intelligents, les gens qui ont du talent, les gens qui veulent agir, qui veulent avoir un impact dans l'histoire, ils font des choix souvent. Soit ils votent avec leurs pieds derrière, ils s'en vont, ils s'exilent. Voilà, vous connaissez le nombre de talents autour de nous, au Maroc ou même en France, qui partent en Australie, aux États-Unis pour briller, ou bien vous avez la décision de rejoindre le régime, pas pour être des collabos, comme on peut l'entendre, non, c'est pour imprimer leur marque dans le régime et servir leur pays. Ils se disent, voilà, le franquisme va durer, il a duré de 39 à 75, personne n'y aurait cru, si on vous l'avait dit, si on vous l'aurait dit dans les années 30 ou même 40, vous n'auriez pas cru, parce que l'Espagne était une véritable parenthèse, une aberration au sein de l'Europe occidentale qui était démocratique et social-démocrate. Et bien ces gens-là, ils ont rejoint le régime en disant on n'est pas forcément d'accord avec le régime, avec la torture, avec les exactions, mais c'est notre chance historique de changer l'Espagne. Et c'est là que l'Espagne a eu son ouverture économique, sa remise à niveau, sa politique de grand barrage, et est devenue une nation occidentale comme une autre. Elle a perdu son stigmate, elle était stigmatisée comme une... Il y avait une légende noire de l'Espagne, ça date du XVIIIe siècle, comme un pays arriéré, fanatisé, qui vit dans le catholicisme le plus mystique, avec les festivals locaux et tout ça. Voilà, ils ont, entre guillemets, défolklorisé l'Espagne. Et c'est ça, quand je vous dis l'histoire est faite de contradictions, c'est que le régime qui était le plus accroupi sur le 19e siècle espagnol, eh bien c'est le régime qui a modernisé l'Espagne, parfois sans le vouloir. Évidemment, ils n'ont pas permis l'avortement, le divorce, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'était pas permis. Mais l'Espagne a explosé, elle a explosé le corset sous la poussée des classes moyennes, permise par la politique des technocrates de Franco. C'est là que je voudrais arriver aux deux grands échecs de Franco. Le premier, c'est que l'Espagne s'est gauchisée, on va dire, s'est libéralisée malgré lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une boucherie en Espagne dans les années 30, de 36 à 39, entre la droite et la gauche, je vais très vite, la droite l'a emporté, elle a maltraité la gauche,
en prolongeant l'état de guerre jusqu'à la fin des années 40, avec l'exil des socialistes et tout ça. Une pointe de fer, hein, l'Espagne était tenue en laisse, mais ça n'a servi à rien parce que dès les années 60, l'édifice moral, idéologique commençait à s'effondrer sous la poussée du bien-être économique. Le bien-être économique, la Vespa, les plages, les vacances payées, la musique américaine, les voisins européens, hein, la télévision européenne reçue en Espagne, les journaux, tout ça. Il y a la déferlante. Yéyé est passé par là, mai 68 est passé par là, qu'on le veut ou non, même en Espagne. Et même si le pays était corseté, les âmes, les esprits ont changé. Et le régime, en fait, il ne tenait plus que par l'État, mais pas par une utopie. Les Espagnols croyaient dans le franquisme. Hein. Si vous auriez, ce que j'apprends avec Bartolomé Benassar, vous auriez fait un sondage dans les années 60 en Espagne, la population était franquiste. Faut oublier le mythe des gens qui veulent la démocratie. Hein. Regardez comment nous avons abandonné nos droits pour cause de Corona en 2 temps 3 mouvements. Donc l'Espagne était franquiste, pas franquiste fanatique comme les phalangistes. Hein. Je ne parle pas des phalangistes spécifiquement ici, mais c'était une branche du franquisme qui était là plutôt ouvertement fascisante. Non, ils étaient franquistes, c'est-à-dire qu'ils voulaient le statu quo, ils ne voulaient surtout pas d'une révolution communiste ou d'un déferlement démocratique. Hein. Les gens, ils voulaient faire leur vie dans ce cadre-là. Mais déjà, ils rêvaient d'autre chose. Et c'est ça le problème, le trou noir de notre pensée aujourd'hui occidentale. Quand on parle de sciences politiques, nous ne voyons que l'aspect matériel. Nous voyons les partis, nous voyons les ONG. Ça, c'est des institutions, c'est matériel. Bon, il y a un côté immatériel là-dedans, mais ça a une adresse. Il y a un siège du Parlement, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des députés, on sait les compter. On voit l'infrastructure, donc le matériel, on voit les routes, on voit le PIB, ça se mesure. On voit combien les gens dans leur poche, on voit le taux d'imposition. Mais nous ne voyons pas le symbole. Le champ symbolique est un véritable trou noir aujourd'hui dans la pensée occidentale. Le pouvoir, ce ne sont pas seulement les palais, les voitures blindées et les attributs extérieurs de richesse. C'est le symbolisme. Le symbolisme, il imprime en profondeur les consciences et les inconscients. Et le franquisme a perdu ce champ symbolique très tôt, dès les années 60. Donc, premier échec de Franco, c'est qu'il n'a pas réussi à changer, à perdurer dans l'âme des Espagnols, puisqu'ils ne rêvaient que d'une chose, rejoindre l'Europe. Ils adhéraient au franquisme, c'était un consentement réel, mais c'était pas non plus une allégeance, c'était un consentement, un calcul, hein. C'était le meilleur régime possible dans les conditions de l'époque, mais ils rêvaient d'Europe. Ils rêvaient d'Europe, ils rêvaient de liberté, ils rêvaient de consommer. Donc ce ne sont plus les valeurs de l'Église catholique, ce ne sont plus les valeurs du franquisme, ce sont des valeurs de sacrifice, de frustration sexuelle, de frustration même matérielle. Franco n'a jamais été un libéral ni un grand capitaliste. Il se méfiait à la limite autant des financiers de Wall Street que des bolcheviks. La preuve de cet échec du franquisme, c'est que même l'Église l'a lâché. Après Vatican II, je crois que c'était en 62, Vatican II, l'Église espagnole s'est distanciée de lui et a commencé à défendre les indépendantistes du Pays Basque, de Catalogne et tous les damnés de l'Espagne, tous les opposants du régime, qu'ils soient exilés ou dans les geôles franquistes, dont les communistes. Le deuxième échec de Franco, c'est qu'il a, je ne vous dirai pas qu'il a raté, mais il n'a pas réussi sa sortie. Hein. Il est mort lentement, une lente agonie de 3 ans. Il a toujours indiqué le cap, c'est-à-dire le retour de la monarchie avec Juan Carlos, mais il a eu toujours du mal à transmettre le sceau, hein, à transmettre le pouvoir à Juan Carlos. Et c'est ETA, c'est ETA, les barbares du Pays Basque, là, les terroristes du Pays Basque, je pèse mes mots. Ce groupuscule terroriste qui a fait tant de mal par la suite aux Basques, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient modérés, qu'ils soient républicains, qu'ils soient de gauche, de droite, ce groupe terroriste-là a soufflé le clap de fin. Il a donné le clap de fin au franquisme en assassinant, à travers un attentat spectaculaire, Carrero Blanco, qui était l'adjoint de Franco, qui était le numéro 2 du régime. Et Carrero Blanco, lui, il ne voulait pas il ne voulait pas la dilution du régime après la chute de Franco, il voulait l'incarner, et peut-être dans une transition avec une restauration monarchique, mais il voulait que le roi soit la poursuite du franquisme, hein, qu'on ne démonte pas l'édifice. Or, la mort de Carrero Blanco, mort qui se rendait à la messe,
Et comme il prenait toujours le même chemin, il allait toujours à la messe au même horaire, bah, ETA a mis une bombe sous les égouts, là, sous la chaussée, et ils ont fait exploser la voiture. Et les premiers policiers arrivés sur place n'ont pas trouvé la voiture. Ils l'ont trouvée plus tard sur le toit d'un immeuble de plusieurs étages. C'est vous dire le souffle de l'explosion. Donc cet acte de violence, on est encore une fois dans la contradiction. La violence barbare de Théa, qui a déchiqueté le corps de Carrero Branco, elle a permis, dans un sens, la transition démocratique espagnole. Puisque privé de son incarnation, de son corps, mort de Carrero Branco, je crois, en 73, mort de Franco en 75, il n'y avait plus personne pour incarner le régime, à part des flics, des généraux de la garde civile, il n'y avait plus même de parti, on va dire, capable de se battre pour le franquisme. Et là, arrive, encore une fois, on retrouve les grands hommes de l'histoire, un homme sorti de nulle part qui était Adolfo Suárez, patron de la radio-télévision espagnole. Hein, ce n'était pas un politicien de profession, c'était plutôt un technocrate assez neutre qui a été appelé pour gérer la transition démocratique, où les Espagnols ont fait preuve d'une grande retenue qu'il est possible d'imputer à Franco. C'est Bartolomé Benassar l'évoque, semble l'évoquer, et je l'ai entendu même dans la bouche de Pablo Iglesias, le grand patron de la gauche radicale espagnole, qui le dit. Les Espagnols étaient tellement traumatisés par la guerre d'Espagne, et surtout par les 40 ans qu'a duré le franquisme, presque 50 ans, par toutes les exactions qui a eu lieu, par les disparitions. Ils ont dit on va jouer cool, on va être plus vertueux que la démocratie ne le demande pour que cette fois-ci ça marche, que nous traversions cette transition, qu'on aboutisse à une démocratie réelle et qu'on évite à tout prix la guerre civile. Il n'y a pas eu, comme en Irak, après la chute de Saddam, ou même en Syrie, des exactions croisées, des représailles. Non. La gauche est rentrée de Paris, ou de Toulouse, ou du Mexique, là où elle était en exil. Les communistes ont refait surface, ils étaient en clandestinité, mais il n'y a pas eu de razzia, de ratonnade, on n'a pas tendu les femmes des grands chefs de la garde civile, qui étaient l'épine dorsale hein, du franquisme. Grande sagesse du peuple espagnol, qui est habité par tout le traumatisme qu'a été le XXe siècle espagnol, où Franco a joué le rôle, pas seulement du père fouettard, mais du sorte de monstre qui a incarné tout ce dont l'Espagne était capable de pire. Voilà. Donc, entre guillemets, il a fait la catharsis du peuple espagnol, et depuis 1975, l'Espagne vit sur cela. Vous voyez le chaos, pour ne pas dire autre chose, politique espagnole, les discussions sans fin entre Madrid et les autonomies, c'est-à-dire les régions, Barcelone, enfin la Catalogne, le Pays Basque, l'Andalousie, Valence et autres, l'énergie perdue par ce peuple pour prendre une décision, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord et tout le monde a des droits qui se vaussent, mais tout ça se fait dans le calme. À part l'épisode ETA qui était absurde, aberrant, les Espagnols discutent, font de la politique, on n'entend pas parler d'eux. Pourtant, d'autres pays, je pense notamment à la France, ce serait le mélodrame permanent. Ce serait vraiment là, on serait à couteau tiré. Hein. Voilà, donc tout ça c'est l'héritage de ce traumatisme franquiste. Alors si vous êtes de droite ou extrêmement réaliste, vous direz bah, Franco a rendu service à l'Espagne puisqu'il a assagi l'Espagne. Il a dévitalisé cette haine qu'il y avait entre les deux Espagnes, franc-maçonnes, anarchistes, ultralibérales, et les Espagnes éternelles, on va dire, catholiques, qui regardent vers les rois d'Espagne, vers le passé. Bon, la guerre n'existe plus. Et je pense que contre Franco, en mettant une... Bon, si vous êtes de droite, vous pourrez dire que Franco a permis d'exorciser cette haine-là, par une orgie de haine, une orgie de revanche durant son régime. Si vous êtes de gauche ou tout simplement un libéral, et j'ai moi aussi un peu l'âme libérale, on peut dire que Franco était lui-même une aberration de l'histoire de l'Espagne, dans le sens où il a, comment dirais-je, il est arrivé là par hasard, hein, je ne vous ai pas donné tous les détails, mais bon, rien ne le préparait à être le patron de l'Espagne, il a saisi sa chance et il a navigué à vue. Il a navigué à vue et il s'avère que l'Espagne, le génie espagnol a permis de récupérer les choses. Il y a eu, je vous ai dit, Adolfo Suárez, qui d'ailleurs était connaissance de mon père, hein, Adolfo Suárez, qui était patron de la télévision espagnole, a aidé le Maroc à se défendre contre les émissions de radio en provenance de Libye, qui le soir déversaient sur les ondes marocaines à destination du grand public marocain, des insultes à l'égard du régime marocain, des propos très orduriers, et l'Espagne nous a aidé à brouiller ces émissions-là. J'en parle dans mon livre.
Donc il y a eu Adolfo Suarez, c'est le roi d'Espagne, une grande sagesse de ce roi d'Espagne, Juan Carlos, et tant d'autres. Voilà, donc on peut voir les choses comme on veut, l'histoire est ainsi, nous avons le plus grand mal à comprendre le passé et à l'interpréter. Et ben, si je vous ramène aujourd'hui à l'épisode du Corona, vous voyez bien qu'on n'est même pas capable de regarder le présent. Le présent, cette complexité du présent, au jour d'aujourd'hui, on est 18 mai, je ne suis même pas capable de savoir si c'est un virus extrêmement dangereux, dangereux, pas dangereux. J'ai ma petite idée, mais je n'ai pas quelque chose de très solide. Euh, on navigue à vue et on fait n'importe quoi. Voilà. Donc si vous êtes comme moi très triste de voir que on navigue à vue et on fait n'importe quoi en 2020, eh bien réfugiez-vous dans la biographie des grands hommes et prenez les gens à la limite qui soient très polémiques ou très paradoxaux, parce que c'est là que se révèle la nature humaine. Si vous voulez une histoire des anges, lisez les grands textes religieux. Si vous voulez être entouré d'anges et d'âmes charitables, lisez les grands textes religieux, vous aurez ce qu'il faut. Mais si vous voulez vraiment avoir les deux pieds dans le réel, lisez la biographie de Franco, Machiavel, David Galula, je vais consacrer une vidéo bientôt. Relisez les gens qui ont accepté la nature humaine telle qu'elle est et ont travaillé avec elle. Je vous dis, l'Espagne d'aujourd'hui, c'est aussi la fille de Franco, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. C'est peut-être la fille qui est le fruit d'un viol, mais c'est la fille magnifique de Franco. Mais cette Espagne que j'adore, que je pense que nous sommes nombreux à chérir, c'est aussi la fille de ce monstre sacré du XXe siècle. Merci, à plus tard, et faites comme moi, réfugiez-vous dans les beaux livres, dans les livres et dans la grande histoire pour échapper au marasme actuel et surtout à notre impuissance. On ne peut rien faire. Enfin, on peut rien faire. On peut faire plein de choses. Mais la première étape, c'est de s'émanciper. Parce que désobéir, c'est facile. N'importe quel racaille peut désobéir et faire n'importe quoi, mais il n'en reste pas moins une esclave. Esclave de la drogue, esclave de son petit caïd, esclave de son corps, esclave de sa précarité. Non. Avant de désobéir, ou plutôt avant d'agir, désobéir est un mot trop péjoratif, avant d'agir politiquement, ou même dans le monde métapolitique, émancipons-nous là-dedans. C'est là que ça se passe. Bon, à la prochaine, au revoir.